arrachés à leur terre, des millions d'hommes et de femmes ont traversé l'Atlantique pour être réduits en esclavage. Mais comment restituer la réalité d'un phénomène ayant duré près de 4 siècles? Patrick Boucheron invite l'historienne Cécile Vidal à faire l'histoire de la traite transatlantique. Bonjour. On l'a longtemps tenu à l'écart de l'histoire du monde. Et pourtant, l'esclavage est au cœur de notre histoire, de toute notre histoire. C'est un fait massif qui affecte pratiquement l'ensemble de l'humanité, de tous les temps et sous toutes les latitudes. En comparant ces formes, ne croyez pas pourtant qu'on écrase des différences. Au contraire, la singularité de la traite transatlantique, qui déporte plus de 12 millions d'êtres humains d'Afrique en Amérique du XVIe au XIXe siècle, avec un pic dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en ressort avec une netteté presque monstrueuse. Comment en prendre la mesure? Cécile Vidal est spécialiste des empires coloniaux dans le monde atlantique. Elle a choisi de nous en raconter l'histoire au plus près d'une expérience singulière, celle d'Oluwale Kosola, qui, lorsqu'il mourut en 1935 en Alabama, était l'un des derniers esclaves noirs à avoir subi la traversée de l'Atlantique. C'est elle qui raconte l'histoire, mais elle la raconte pour lui, avec lui, en son nom. Et c'est notre histoire. Nous sommes en 1928, quelque part en Alabama. Cet homme que l'on aperçoit à l'image, fatigué, chapeau vissé sur la tête, est un survivant. Et pas n'importe quel survivant. Il s'appelle Oluwale Kosola, alias Cudjo Lewis. Et sur ce film, il est âgé de 87 ans. Ce jour-là, il est filmé par une anthropologue africaine-américaine, Zora Neale Hurston. Elle cherche à recueillir la voix de cet homme qui, en 1860, a été arraché à sa terre natale, dans le centre-ouest de l'actuel Bénin, pour être transporté de force, comme une marchandise, dans un navire baptisé la Clotilda, direction les États-Unis. Comme des millions de femmes et d'hommes avant lui, et cela depuis 1501, Oluwale Kosola a traversé cet océan resté longtemps infranchissable, l'Atlantique. On l'a capturé, enferré, emprisonné et privé de sa liberté. Cette traversée éreintante, bien souvent meurtrière, est appelée le passage du milieu. Écoutons-le quelques instants. Ce que j'ai eu peur sur la mer, elle fait tellement de bruit, tu sais. Elle grogne, comme si c'était 1000 bêtes de brousse. La voix du vent grossit quand elle va sur l'eau. On est si désolés d'être séparés, tous. On pleure pour notre terre. Au-delà de cette histoire humaine, tragique et personnelle, comment peut-on écrire l'histoire d'un phénomène aussi massif? Entre 1501 et 1867, au moins 12 500 000 hommes, femmes et enfants ont été déportés d'Afrique aux Amériques. Ce nombre fait de la traite transatlantique l'une des plus importantes migrations forcées de l'histoire de l'humanité. Au début des années 1990, des chercheurs états-uniens ont entrepris de construire une base de données Slaves Voyages. Elle rassemble maintenant les informations de 36 000 expéditions de traite. La base montre que l'apogée de la traite se situe entre 1750 et 1825, quand 5 800 000 Africains furent déportés, principalement vers la Caraïbe et le Brésil. Mais même après l'interdiction de la traite internationale au début du XIXe siècle, ce commerce d'êtres humains se poursuivit de manière illégale. En témoigne l'histoire d'Oluwale Kosola, débarqué en Alabama quelques mois avant le déclenchement de la guerre de sécession. La base de données a cependant permis de réévaluer le nombre de femmes et d'enfants des deux sexes. Ensemble, ils comptent pour 51% du total. À elle seule, la part des enfants s'élève à 26%. Sur les 12 500 000 individus embarqués, 1 500 000 ne sont jamais parvenus aux Amériques et gisent au fond de l'océan. En moyenne, le taux de mortalité était de 12-13%. Mais cette catastrophe aurait pu être encore plus massive sans les fréquentes révoltes à bord. On estime qu'une insurrection éclatait à bord d'un navire français ou britannique sur 10. Parce que le risque de soulèvement augmentait le coût des expéditions
les révoltes auraient empêché la déportation d'1 million de captifs. Printemps 1860, Oluwale Kosola est capturé, puis emmené vers la Clotilda, le bateau qui le déportera aux États-Unis. Avant de monter à bord, il attend dans un baraquement. Il témoigne. On a duré 3 semaines dans le Barracoon. Il y avait beaucoup de bateaux sur la mer, mais on ne pouvait pas bien les voir à cause de la grande maison blanche entre l'eau et nous. Après 3 semaines là, un blanc vient au Barracoon avec 2 hommes de Dahomey. C'est le chef de Dahomey et celui qui change les mots. Ils font mettre tout le monde en rond, 10 personnes à la fois. Les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Le blanc regarde et après, il choisit. Et puis on pleure, on est triste parce qu'on ne veut pas laisser le reste de nos gens au Barracoon. On est seuls sans notre terre. On ne sait pas ce qui va se passer pour nous. On ne veut pas être séparés. Mais ils viennent. Ils nous ligotent en file et nous poussent de l'autre côté de la grande maison blanche. Là, on voit tellement de bateaux sur la mer. On nous détache nos chaînes et on nous pousse sur les pirogues. Oluwale Kosola monte à bord. La traversée de l'Atlantique commence. Rares sont les anciens esclaves comme Oluwale Kosola qui ont raconté leur expérience sur les navires de traite. Mais d'autres documents, qui datent de la seconde moitié du XVIIIe siècle, nous révèlent la vie des captifs à bord durant les 2 mois de traversée. Plutôt que de faire une histoire démographique et économique de la traite, les historiens cherchent maintenant à mieux comprendre l'expérience des captifs. Il faut se tourner vers les sources britanniques pour y parvenir. Pour le monde anglophone, on dispose de centaines de récits de vie d'anciens esclaves nés aux Amériques, mais seulement d'une quinzaine provenant d'Africains. Et très peu de ces récits décrivent la traversée de l'Atlantique. Le jeune âge au moment de la migration forcée, ou encore la souffrance liée aux souvenirs traumatiques, expliquent peut-être ce silence. Il est donc nécessaire d'utiliser le reste de la documentation produite dans le sillage du débat sur la traite, qui se développa en Grande-Bretagne après 1783. D'un côté, parce que la traite était restée longtemps invisible, les abolitionnistes cherchèrent à documenter le phénomène de multiples façons. De l'autre, les défenseurs de la traite leur opposèrent une contre-offensive en texte et en images. En 1788-1789, sur l'ordre du roi George III, une commission du conseil privé auditionna une centaine de témoins des 2 bords, collectionna des masses de données et publia un volumineux rapport qu'elle présenta devant la Chambre des communes. La première commission envoya notamment le capitaine Paré prendre les mesures de 9 navires de traite à Liverpool en juin 1788. Le premier de ces vaisseaux était le Brooks. À la fin du XVIIIe siècle, les abolitionnistes britanniques ont cherché à frapper les esprits pour convaincre l'opinion publique de la justesse de leur combat. Rien de mieux qu'une image, qu'un plan pour montrer l'horreur de la traite transatlantique. Et c'est l'image d'un navire, le Brooks, qui va devenir célèbre. On connaît la réalité chiffrée de ce navire car un capitaine, le capitaine Paré de la Royal Navy, l'a mesuré en long, en large et en travers à Liverpool vers 1781. Ce navire est l'un des rares à avoir été construit spécifiquement pour la traite. On sait qu'il a accompli en une vingtaine d'années 10 voyages entre l'Afrique et le Nouveau Monde, transportant 5163 esclaves et seuls 4559 d'entre eux arriveront en vie. Les abolitionnistes s'emparent des mesures du capitaine Paré et décident de publier une reproduction du navire en novembre 1788. On y voit une cale remplie de 470 corps allongés les uns contre les autres. L'idée est simple, montrer l'entassement, la déshumanisation, la marchandisation terrifiante des corps. Tirée à plusieurs milliers d'exemplaires, cette image impose une évidence. Le navire devient un instrument de torture. Toute source documentant le passage du milieu, qu'elle émane des esclaves, des abolitionnistes ou des esclavagistes, soulève des problèmes. Le but de la gravure n'était pas de documenter la réalité du passage du milieu, mais de démontrer que l'entassement demeurait insupportable en dépit du Dolben Act. Cette loi, adoptée en 1788,
limiter le nombre d'esclaves à bord en fonction du tonnage du bateau. En outre, le Brooks ne correspond pas au navire de traite typique britannique du XVIIIe siècle. Les hommes y étaient nus et dans la cale, les captifs étaient couchés sur le côté droit et encastrés en cuillère. Si les modalités de la traite variaient selon les puissances commerçantes et les époques, elles visaient toujours à transporter le plus grand nombre d'esclaves au moindre coût possible. Dans ces prisons flottantes qu'étaient les navires de traite, le but du régime de terreur et de brutalité imposé aux captifs était aussi de les transformer en esclaves acceptant leur statut. Pendant plus de 2 mois, ils étaient soumis à de longues périodes de confinement, des conditions d'hygiène effroyables, un régime alimentaire insuffisant et un usage continu de la violence. Les épidémies provoquaient une surmortalité sans qu'il soit possible de prendre soin des morts. Tous ces phénomènes faisaient du passage du milieu un supplice tant physique que psychologique. Oluwale Kosola, comme tant d'autres, ne sera jamais retourné en pays Yoruba. Les travaux de recherche actuels permettent de chiffrer un autre drame. La traversée du passage du milieu est quasi irréversible. Oluwale Kosola, immortalisé sur ce film de 1928, vivra encore jusqu'à l'âge de 95 ans. On le voit ici sur ses rares photographies chez lui à la fin de sa vie. Lorsqu'il meurt en 1935, il est le dernier homme à avoir été déporté de son pays natal pour être réduit en esclavage aux États-Unis. Après l'émancipation de 1865, lui et ses compagnons d'infortune ont acheté un terrain à leurs anciens propriétaires et ont bâti la première ville états-unienne fondée par des Africains, Africatown. Le témoignage d'Oluwale Kosola est exceptionnel, non seulement parce qu'il contient une assez longue description de sa traversée de l'Atlantique, mais aussi parce qu'il raconte l'histoire de ses ancêtres et sa vie avant sa capture et son transport par voie de terre jusqu'à Ouida, son lieu d'embarquement, ainsi que sa vie après son arrivée dans l'Alabama. Pendant longtemps, les historiens de la traite transatlantique se sont focalisés sur le passage du milieu. Dorénavant, ils s'intéressent aussi de plus en plus aux traites internes à l'Afrique qui venaient nourrir la traite transatlantique. Les captifs pouvaient être vendus de proche en proche et parvenir sur la côte après plusieurs années ou la rejoindre après plusieurs jours ou semaines de marche continue. Les chercheurs commencent également à étudier de manière plus systématique les traites intercoloniales qui prolongeaient la traite transatlantique. Une fois parvenus dans un premier port américain, les esclaves pouvaient être réembarqués et transportés dans une autre région du continent. Ils devaient alors quitter les compagnons d'infortune avec qui ils avaient vécu le passage du milieu. Tout au long de ces volets africains, atlantiques et américains, la traite imposait donc une série de ruptures et de séparations. Si les historiens ont tendance à l'heure actuelle à se focaliser sur les trajectoires individuelles, les esclaves savaient, eux, qu'il leur fallait continuellement recréer du collectif pour survivre. C'est de cette manière qu'ils affirmaient leur humanité et leur dignité. Que peuvent les historiennes et les historiens de l'esclavage? Compter, sans doute, cartographier, expliquer inlassablement, en tentant de comprendre du même front, avec le même calme, les logiques de la déportation et de l'abolition. Mais ce qu'ils doivent aussi, c'est identifier, nommer, envisager, c'est-à-dire reconnaître la dignité et la puissance d'agir de celles et ceux dont on déniait l'humanité. Il faut pour cela ne pas rester à quai, mais accepter d'être embarqué, de monter soi-même à bord du négrier. Tel est le titre d'un livre de l'historien américain Marcus Rediker, dont je vous conseille la lecture. Le navire
tout à la fois prison mobile et manufacture, y apparaît comme une machine de guerre d'une insoutenable cruauté. Mais elle ne parvient pas, cette machine, à empêcher qu'on puisse, malgré tout, raconter cette histoire à hauteur d'homme. Au revoir.